Dans le 42e étage d'Ascend Global Consulting, sanctuaire de l'élite financière, il l'appelait Amara la logistique. Il lui confiait les photocopies, se moquait de son tailleur, et prenait ses idées pour les reformuler. Il voyait en elle le quota à ignorer, le détail à reléguer à l'ombre. Il ne voyait pas que l'étiquette de son tailleur portait le prix de tout l'étage, ni que le nom de famille qu'elle cachait était celui qui signait leur chèque. Pendant 6 mois, Amara Johnson a observé, patienté et pris des notes. Ce soir, au Metropolitan Museum of Art, l'élite arrogante allait découvrir que la femme qu'elle avait réduite au rôle de servante était, en réalité, l'héritière. Et que l'audit silencieux venait de se terminer. Le 42e étage d'Ascend Global Consulting, un sanctuaire de verre et d'acier au cœur de Manhattan, était un lieu où les fortunes se faisaient et se défaisaient avec la froideur d'un algorithme boursier. C'était un monde de codes vestimentaires sombres, de paroles mesurées et de compétitions non déclarées. Un environnement qu'Amara Johnson Vance avait passé 6 mois à décortiquer sous le pseudonyme d'Amara Johnson, analyste junior en stratégie d'investissement. Le reste de l'histoire suit ici. Le vernis de perfection du parquet reflétait les néons du plafond, et cette froide indifférence lumineuse, pensait Amara, était la métaphore parfaite de la culture qui régnait. Elle était la seule femme noire au sein de cette équipe d'élite, une singularité qui, au lieu d'être célébrée, était traitée comme une énigme statistique par ses collègues, un détail qu'il se sentait obligé de rectifier par une série infinie de micro-agressions calculées. Amara portait chaque jour un uniforme de résilience, tailleur coupé au laser, chignon structuré qui domptait ses boucles rebelles et un regard calme qui ne laissait rien transparaître de l'acuité de son esprit. Sa présence n'était pas un accident de la diversité, elle était une évaluation délibérée, ordonnée par sa tante, Eleanor Vance, la véritable propriétaire du groupe d'investissement qui détenait la majorité des actions d'Ascend. Amara, héritière et future dirigeante, avait insisté pour une immersion totale et anonyme. Elle devait juger non pas des bilans financiers qu'elle maîtrisait, mais du bilan humain et de l'intégrité de l'équipe de direction avant de valider la fusion massive qui devait sceller l'avenir de l'entreprise. Ce qu'elle trouvait en revanche était une fosse au serpent. Les archétypes de la suffisance se nommaient Michael et David. Michael, diplômé de Yale, aux airs de gendre idéal, avait pris l'habitude de ponctuer ses discussions avec Amara de questions inutiles, formulées sur un ton professoral. Amara, je suis certain que tu as compris, mais pour rappel, l'importance d'un ratio de dette sur capitaux propres ne doit pas être sous-estimée. C'est le fondement de notre travail. Il ne le disait jamais à David, qui, lui, était un expert dans l'art de la paraphrase. Amara présentait une analyse impeccable sur le risque d'un investissement immobilier, avec des données chiffrées et des projections irréfutables. Le silence suivait. 5 minutes plus tard, David se raclait la gorge. Je pense que ce qu'Amara a essayé de dire, c'est que nous devons être prudents avec l'immobilier, et je suggère que nous explorions des projections différentes. Et le tonnerre d'approbation tombait sur David. Amara avait appris à ne pas réagir, laissant la gloire éphémère à ces hommes qui, se croyant au sommet, ne faisaient que dévoiler leur plagiat et leur insécurité. Elle se contentait de prendre des notes détaillées dans un cahier noir, un journal de bord qui n'était pas rempli de données financières, mais de dates, d'heures et de citations précises des humiliations. Sa supérieure directe, Sarah, directrice des opérations, excellait dans l'art de l'omission. Si l'équipe partait déjeuner dans l'un des restaurants chics du quartier, Sarah s'assurait que l'invitation s'égarait, toujours en ce qui concernait Amara. Les tâches subalternes, photocopie de documents vieux de 10 ans, commande de fournitures, organisation des classeurs du bureau, lui étaient systématiquement attribuées, souvent sous le prétexte fallacieux qu'elle avait besoin de comprendre la base avant de passer à la vraie stratégie. La fois où Sarah lui avait demandé de répertorier les codes de la salle d'archives, comme si Amara était une archiviste et non une analyste ayant co-rédigé un rapport primé, Amara avait souri intérieurement. Elle avait effectué la tâche avec une efficacité déconcertante, non pas par soumission mais parce que, dans sa couverture, elle devait être l'employée modèle, celle qui ne se plaignait jamais, celle que l'on pouvait piétiner sans conséquence. Leurs yeux ne voyaient qu'une image stéréotypée qu'ils avaient apprise, celle d'une femme noire jeune, forcément montée par favoritisme de diversité, et par conséquent, forcément incompétente. Ils ne voyaient pas la signature Vance derrière le simple Johnson sur son contrat. L'ironie, c'est que la plupart des analyses qui maintenaient le département à flot provenaient de ces fichiers. C'est elle qui avait repéré la faille dans le portefeuille d'obligations d'État de l'an dernier, c'est elle qui avait mis au point le modèle prédictif qui allait faire économiser des millions à Ascend. Pourtant, lorsqu'elle tentait d'apporter son expertise, c'était toujours la même rengaine. Durant une réunion avec un client majeur, l'un des partenaires, M. Sterling, l'avait interrompu au milieu d'une phrase complexe sur les marchés émergents. « Excusez-moi, Amara. Laissez Michael clarifier cela pour M. Dubois. Je pense que cela sera plus clair. » L'humiliation n'était pas dans l'interruption, mais dans l'implicite. La voix d'une femme, et particulièrement la sienne, ne portait pas le même poids de crédibilité que celle d'un homme blanc, même si l'homme en question, Michael, n'avait fait qu'une paraphrase édulcorée de ce qu'elle venait de dire.
Elle avait soutenu son regard, puis celui du client, Monsieur Dubois, en hochant la tête avec une neutralité parfaite. Elle n'était pas là pour se battre pour le crédit, elle était là pour récolter la preuve que ce crédit ne lui serait jamais accordé. Le temps de la révélation approchait, et chaque petite mesquinerie ajoutée par Michael, David ou Sarah était un clou de plus dans leur propre cercueil professionnel, un élément de plus dans le dossier qu'elle préparait en secret. Elle était une auditrice silencieuse, une lionne déguisée en souris, et son rapport final sur la culture d'entreprise serait dévastateur. Son invisibilité, si durement imposée par ses collègues, était sa plus grande arme. Elle attendait le moment où la lumière crue se poserait sur elle, non plus comme une junior, mais comme la véritable force derrière les murs d'Ascent. Le bureau était en ébullition, non pas à cause des chiffres, mais de la cérémonie. Le PDG, M. Henderson, avait finalement officialisé la levée de fonds, le couronnement de la réorganisation stratégique entreprise depuis 6 mois. Une réorganisation, ironiquement, largement basée sur les modèles discrets qu'Amara avait développés. Pour sceller ce succès, un gala somptueux était prévu au Metropolitan Museum of Art, l'événement mondain le plus couru du trimestre. Les discussions se concentraient sur les tenues, les invités de marque et, surtout, la signification des invitations. Pour Amara, cependant, ce gala était le dernier marqueur de sa mission d'infiltration. Elle avait déjà finalisé son rapport interne sur les dynamiques de l'équipe de stratégie et venait de livrer sa présentation définitive pour le comité exécutif, une démonstration sans faille qui avait non seulement validé l'investissement, mais avait discrètement corrigé la stratégie à haut risque proposée à l'origine par David et Michael. Sa victoire était technique, invisible pour la majorité, mais elle savait qu'elle avait sauvé l'entreprise de ses propres erreurs. Le summum de l'aveuglement et du mépris arriva 2 jours avant la grande soirée. Amara était à son bureau, révisant les clauses de la nouvelle structure d'investissement, lorsque David s'approcha, suivi de Michael qui affichait un sourire narquois. David tenait une liasse de papier froissé. « Amara, j'ai une faveur à te demander, une chose pour laquelle tu serais parfaite, » commença-t-il, un ton onctueux qui masquait à peine la condescendance. Il agita les papiers. « C'est la liste d'invités pour le gala. On a des milliers de confirmations, et M. Henderson est très pointilleux. On a besoin de quelqu'un de minutieux, tu vois, pour vérifier les doublons. S'assurer que les noms de famille correspondent au code d'accréditation. Tu sais, la logistique. » Il s'interrompit, puis, avec un clin d'œil appuyé. « Avec tous les traiteurs, les équipes de sécurité et le personnel événementiel, on ne veut surtout pas de confusion à l'entrée. » C'était une humiliation orchestrée, une façon polie de lui rappeler qu'elle était perçue comme faisant partie du personnel, et non des invités. David ne demandait jamais à Michael ou à Sarah de faire ce travail. Il le demandait à Amara, la seule femme noire de l'équipe de stratégie, la réduisant au rôle d'employée administrative. Michael ricana doucement. « Oui, Amara, ton œil pour l'organisation. C'est précieux. Personne ne le fait comme toi. » La rage d'Amara fut un flash froid, rapide, rapidement maîtrisé. Elle se rappela sa mission. Une confrontation n'était pas son objectif, seule la preuve irréfutable l'était. Elle savait que cette arrogance allait signer leur arrêt de mort professionnel. Amara sourit, ce sourire terrible qu'il prenait pour de la docilité. « Bien sûr, David. Je vais m'en occuper immédiatement. Je peux vérifier les codes d'accréditation, c'est une excellente idée. » Elle prit la liasse. Sur la liste, son propre nom, Amara Johnson, était inscrit avec un astérisque minuscule à côté de celui d'Eleanor Vance, un astérisque que seuls les organisateurs du Met comprendraient. C'était le signe de son statut spécial. Elle fit mine de vérifier quelques noms au hasard, corrigea délibérément une erreur de classement de Michael sur le code d'un fournisseur mineur, histoire de renforcer l'idée qu'elle était douée pour la logistique, et rendit le papier à David. « C'est bon, David. Le listing est propre, mais j'ai corrigé une petite erreur de M. Sterling sur les accréditations des fleuristes. On ne veut pas de confusion, n'est-ce pas ?» Elle avait glissé le nom de M. Sterling, le partenaire qui l'avait interrompu, dans une petite manœuvre pour lui signifier qu'elle voyait tout. David, triomphant, ne remarqua rien. Le jour du gala, Amara arriva à son bureau pour une demi-journée de travail. Elle vit Michael et David partir tôt, l'air important portant leur housse de costume. Michael lui lança un au revoir moqueur. « Bonne soirée, Amara. On se verra peut-être, si tu es là. » Sous-entendu, dans le rôle du nombre. Sarah, elle, ne la regarda même pas, concentrée sur le fait d'arriver à l'heure pour le tapis rouge. Amara resta seule, devant son écran, ajustant une dernière fois le modèle stratégique qu'elle avait conçu. Elle prit une pause à 17h. Elle se rendit à un hôtel discret, enfila sa robe de soirée vert émeraude, choisie pour son élégance discrète, loin du tape à l'œil de ses collègues. Elle avait choisi un petit sac sans marque, mais qui contenait l'essentiel, son téléphone et son oreillette de communication, le canal crypté réservé à elle et à Eleanor. Le silence de la salle de bain de l'hôtel contrastait avec l'agitation qu'elle allait affronter. Le test de l'humiliation était terminé.
Il était temps de passer à l'examen de passage. Elle sourit enfin, d'un sourire que personne à Ascend n'avait jamais vu. Un sourire d'anticipation et de pouvoir. Le Metropolitan Museum of Art irradiait sous les projecteurs, ses colonnes néoclassiques baignées d'une lumière dorée qui annonçait l'opulence de la soirée. À l'intérieur, le grand escalier de marbre était le théâtre d'une valse de smoking et de robes de créateurs. C'était la manifestation physique du pouvoir financier qu'Ascend Global Consulting célébrait. Amara arriva discrètement, sa robe vert émeraude étant un contrepoint subtil au choix plus audacieux de la foule. Elle avait un air d'observatrice, de personne de passage, ce qui n'était pas difficile à maintenir, étant donné qu'elle était habituée à être une entité transparente pour ses collègues. David, Michael et Sarah se tenaient près d'une colonne, tenant des coupes de champagne, leur arrogance se manifestant par leur posture trop décontractée. Ils la repérèrent, et leur regard fut empreint d'une surprise teintée de jugement. Ils s'attendaient à ce qu'elle soit absente, ou, au mieux, qu'elle se fonde dans le décor. Elle échangea quelques mots avec M. Henderson, le PDG, qui lui adressa un hochement de tête respectueux, un signe que son rapport d'analyse était parvenu au sommet. Puis elle se dirigea vers un lieu plus discret, feignant d'ajuster son maquillage. C'est de là qu'elle entendit les mots qu'elle attendait. David parlait à Michael et Sarah, sa voix un peu trop forte, amplifiée par l'écho des hauts plafonds. « J'ai vu Amara tout à l'heure. Elle est là. Je suppose qu'Henderson l'a invitée par pure obligation, pour la diversité. Elle a dû prendre ma demande d'aide sur la liste pour un laissez-passer. » Sarah, buvant une gorgée, renchérit d'un rire sec. Elle a l'air complètement perdue. Elle ne connaît personne. J'espère qu'elle ne va pas s'approcher de Monsieur Sterling. On dirait qu'elle cherche la cuisine. Elle n'est clairement pas dans son élément, tu vois. C'est le problème avec les recrutements, de ce genre. Le silence approbateur de Michael fut la dernière goutte. Ils avaient persisté dans leur erreur, confirmant à Amara que le racisme larvé et la présomption étaient ancrés au plus profond de la hiérarchie. C'était l'ultime preuve. Le moment était venu de rétablir la vérité. Amara sortit de l'ombre, son visage sans expression. Elle s'approcha du trio. David, Michael, Sarah. Je suis ravi de vous voir vous amuser. L'événement est réussi, n'est-ce pas? Ils se raidirent, pris au dépourvu par sa présence et son calme. Michael bredouilla. Amara, oui très, qui a organisé tout ça? C'est incroyable. Elle ne répondit pas. Elle regarda l'heure, 20 heures précises, et sortit son téléphone. Elle envoya un message crypté sur le canal unique, astérisque, go. Astérisque. Elle avait un contact visuel direct avec David, un contact qui lui arracha son sourire suffisant. Instantanément, le maître de cérémonie, un homme à l'élégance impeccable, monta sur une estrade spécialement installée, juste à côté de l'endroit où se tenaient Amara et ses collègues. Un projecteur s'alluma, le silence se fit dans le grand hall. « Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît !» La voix porta. Le maître de cérémonie fit les éloges habituels avant d'introduire le moment clé de la soirée. Pour lancer la nouvelle ère d'Ascend, nous souhaitons honorer la vision et la détermination de la personne sans qui cette réussite n'aurait pas été possible. Celle qui a non seulement fondé le groupe d'investissement actionnaire majoritaire d'Ascend, mais qui, il y a 6 mois, a envoyé la personne la plus qualifiée de notre organisation pour évaluer son avenir. Il fit une pause dramatique. Veuillez accueillir notre fondatrice et actionnaire principale, Madame Eleanor Vance. Les applaudissements éclatèrent, et une femme d'une dignité royale, aux cheveux blancs impeccables, fit son entrée. Le trio regarda dans sa direction, les yeux écarquillés. Mais le maître de cérémonie n'avait pas terminé. Et à ses côtés, la directrice d'investissement et de stratégie qu'elle a personnellement choisie pour piloter cette transition, la femme d'affaires dont les modèles analytiques ont déjà garanti l'avenir de notre entreprise. Celle qui a passé 6 mois à auditer le cœur d'Ascend, l'architecte Madame Amara Johnson Vance. Le nom résonna sous la coupole, suivi d'une salve d'applaudissements encore plus nourrie. Michael, David et Sarah se figèrent. Ils tournèrent leur tête lentement vers Amara. Elle était là, devant eux, son visage calme, son regard perçant. Elle porta légèrement la main à son oreille, touchant l'oreillette discrète, confirmant son rôle dans la mise en scène. Le Johnson était bien là, mais précédé du nom qui commandait le respect, Vance. Elle était l'héritière, l'auditrice cachée, l'experte qu'ils avaient traitée comme une commis. Elle était dans son élément, et ils étaient, enfin, les intrus. Leurs visages, décomposés par une réalisation tardive et humiliante, passèrent par toutes les nuances de la panique et de l'incrédulité. Amara soutint leur regard pendant une fraction de seconde, une éternité. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle se tourna, son élégance naturelle décuplée par son nouveau titre, et monta l'escalier pour rejoindre sa tante. Il l'avait vue chercher la sortie. Elle venait de prendre la direction. La mission était terminée, et le bilan était sans appel. Leur carrière à Ascend Global Consulting avait pris fin au moment où leur mépris avait atteint son apogée.
Le tonnerre d'applaudissements couvrit le silence pétrifié du trio. Un bruit assourdissant qui ne fit qu'accentuer la chute vertigineuse de David, Michael et Sarah. Alors qu'Amara Johnson Vance montait les marches du Met, rejoignant Eleanor Vance sous les flashs des photographes, les trois collègues furent instantanément frappés par l'ostracisme le plus total. Les regards qui se posaient sur eux n'étaient plus ceux d'égaux, mais ceux de juges stupéfaits. Le murmure, d'abord discret, se propagea dans la foule. Ils avaient traité la nièce de la propriétaire comme une employée subalterne. La fête, pour eux, était terminée. Le maître de cérémonie commença à introduire la présentation stratégique d'Amara, qui allait se dérouler en direct de l'estrade. Michael, le visage moite, essaya de murmurer quelque chose à David. Il faut qu'on s'approche. Il faut lui parler. Mais David était paralysé, ses yeux rivés sur la robe vert émeraude qui s'éloignait. Leur esprit, autrefois uniquement occupé par les chiffres et leur propre avancement, était à présent un tourbillon d'images humiliantes. La liste d'invités donnée à Amara, les blagues sur la logistique, les interruptions lors des réunions, les déjeuners manqués. Chaque micro-agression prenait la forme d'une accusation tonitruante. Sarah fut la première à retrouver une once de mouvement. Elle se détourna brusquement et tenta de se diriger vers une sortie latérale. Sa tentative de fuite fut interrompue par M. Sterling, le partenaire qui avait coupé la parole à Amara en réunion. M. Sterling l'intercepta, son sourire habituel remplacé par une expression de mépris glacial. « Où allez-vous, Sarah ? J'espère que vous ne comptez pas rater le discours de notre nouvelle directrice. Je crois que vous aviez des choses importantes à lui dire sur l'archivage, n'est-ce pas ?» Le sarcasme était brutal et public. Michael et David, témoins de la scène, comprirent qu'ils étaient désormais pestiférés. L'écosystème du pouvoir à Ascend venait de se réaligner de manière violente. Sur l'estrade, Amara, le microphone en main, n'eut pas un mot pour eux, mais chaque mot de son discours était une flèche. Elle annonça d'abord des changements majeurs, insistant sur une refonte culturelle axée sur le respect et la reconnaissance du mérite véritable, quelle que soit l'origine. Elle parla de la nécessité d'un leadership qui ne se cache pas derrière des titres, mais qui œuvre au contact des réalités du terrain. C'était une condamnation en règle de leur management. En même temps, un agent de sécurité discret, posté près de la sortie, avait reçu de nouvelles instructions via son oreillette. Il s'approcha lentement de David, Michael et Sarah. Tandis qu'Amara présentait son modèle de croissance, les téléphones de Michael et David vibrèrent simultanément. C'était un courriel du département des ressources humaines d'Ascend, concis et implacable. Suite à la réorganisation stratégique immédiate annoncée ce soir par la nouvelle direction, votre position au sein de l'équipe de stratégie est suspendue à effet immédiat. Veuillez contacter les RH demain matin. Que Sarah, n'étant pas analyste, reçut un message légèrement différent, mais tout aussi définitif, de la part de M. Henderson en personne. Leurs accès électroniques étaient coupés, leurs badges désactivés. David laissa tomber son verre de champagne. La coupe roula sur le marbre avec un bruit lamentable, le bruit du désastre. Amara, du haut de l'estrade, aperçut le mouvement du coin de l'œil, mais ne scia pas. Elle continuait son discours avec la confiance que seule la connaissance totale de son pouvoir pouvait conférer. Le personnel de sécurité les aborda poliment mais fermement, leur suggérant de quitter l'événement immédiatement pour éviter tout désagrément. Ils n'étaient plus des invités, ni même des employés. Ils étaient des problèmes logistiques, gérés par le personnel que David et Michael croyaient supérieur à Amara. Escortés loin des lumières, ils furent expulsés de la célébration qu'ils croyaient être la leur. Amara, la femme qu'ils avaient voulu rabaisser, avait triomphé sans élever la voix, utilisant leur propre aveuglement comme l'instrument de leur chute. Le Met, pour eux, était passé de sanctuaire à tombeau professionnel. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Votre soutien est essentiel pour développer de nouveaux récits et continuer à explorer des thèmes passionnants. Merci de suivre la chaîne et de rejoindre la communauté.